Tu veux t'informer en toute simplicité? Avec l'appli Info de Radio-Canada. C'est dans le domaine du possible. Et avec les balados de Radio-Canada Audio. Doit-on en faire plus pour sécuriser la frontière canado-américaine? C'est simple, c'est l'info qu'il te faut. Voici à la une, édition du mardi 4 mars. Ici Claude-Sophie Hennekens en remplacement de Mathieu Bellumeur. Bonjour tout le monde. Bonjour collègues. Bonjour. Alors, le jour devait venir. Le président des États-Unis continue de malmener ses alliés ou ses ex-alliés. D'abord, il est passé de la menace aux actes. Des droits de douane de 25 % sur les produits d'exportation canadiens et mexicains sont entrés en vigueur à minuit. On va y revenir en détail dans la deuxième partie de l'émission avec Alexandre Lepoutre. Mais d'abord, Vincent Maisonneuve, selon les médias américains, Donald Trump suspend carrément l'aide militaire à l'Ukraine. Voilà, un autre épisode dans cette saga. Vendredi, il y a eu cette dispute à la Maison-Blanche entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Donald Trump. Hier, Donald Trump en remettait une couche en disant qu'il souhaitait presque le départ de Volodymyr Zelensky parce qu'il disait qu'il n'était pas prêt à négocier la paix avec l'homme qui avait agressé son pays, Vladimir Poutine. Et là, maintenant, le président américain qui suspend l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui place l'Ukraine dans une position extrêmement vulnérable et qui force l'Europe à réagir. Déjà, la présidente de la Commission européenne a dit qu'il est temps de rentrer dans une nouvelle course à l'armement. Voilà. Alors, c'est là où on en est présentement. Ça ressemble à d'autres périodes de l'histoire, disons. On n'a pas appris. Voilà. Merci Vincent, on se reparle tout à l'heure. Véronique, c'est décidément beaucoup plus doux ce matin qu'à la même heure hier. Vraiment. Moins 4 à Montréal en ce moment, moins 10 en Estrie. Ça varie là, entre moins 6 et moins 10 un peu partout sur le sud du Québec. Hier, c'est pas des farces, ça a été la nuit la plus froide de l'hiver à Montréal. On a vraiment enregistré moins 22,4 au petit matin. On a déclassé le 2 février où il avait fait moins 21,8. Donc, vraiment... Le bon côté d'être très, très endormi quand on sort de la maison avec des horaires comme les nôtres, on le sent moins, je pense. On le sent moins, hein? Disons-le comme ça. Mais bref, ce matin, si vous prenez le temps de le sentir, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment déjà plus doux et on passera là, d'ici midi au-dessus du point de congélation. 0 à 1 degré, ce sont les maximums aujourd'hui. Par contre, on n'a pas changé de cap. On a toujours ce système qui s'en vient avec ces bulletins météo spéciaux en vigueur. En fait, aujourd'hui, on aura un ciel assez nuageux, un petit peu de neige. Il peut y avoir des flocons ce matin, mais c'est surtout cet après-midi. Alors, des bandes de neige, 2 à 4 cm mouillées, là, des flocons, des gros flocons. Les vents sont assez légers avec ça quand même. Et là, cette neige-là va se changer en pluie au cours de la nuit pour la région de l'Outaouais, Montréal. Alors, un petit risque de verglas durant la transition. Je dirais principalement l'Outaouais, le nord de Montréal, fin de nuit, tôt demain matin. Par la suite, c'est carrément la pluie qui va prendre le relais et on aura 20-30 mm de pluie possible là, jusqu'à vendredi matin. Alors, c'est quand même un système qui est assez costaud et des températures demain qui vont osciller entre 5 et 8 degrés. Alors, vraiment, c'est de la grande douceur. Mercredi et jeudi, on sera de retour sous le point de congélation pour terminer la semaine. On a parlé de pluie pour les régions plus au sud. Il y en a qui auront de la neige. Je pense aux gens de l'Abitibi. Alors, 20 à 30 cm de neige à partir de demain matin jusqu'à jeudi soir. C'est vraiment le corridor Abitibi jusqu'au nord du Saguenay. D'ici là, faible flocon. Aujourd'hui, on est à près d'1 degré en Abitibi. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, ça sent nuage, faible neige aussi, 2 à 5 cm aujourd'hui, moins 1, moins 2 degrés, mais 5 à 10 cm à partir de demain, avec un risque de verglas demain soir et tôt jeudi matin. Pour ce qui est de la Gaspésie, il fera beau aujourd'hui sur la Côte-Nord également. Ça va s'ennuager graduellement, moins 2, moins 4 degrés. C'est encore très froid dans les secteurs de l'Est ce matin. La neige commencera demain en soirée. 5 à 10 cm pour la Gaspésie, 10 à 15 pour la Côte-Nord. Et évidemment, tout ça va se changer en grésil, verglas, là, mercredi soir, jeudi. Ça pourrait perdurer dans l'Est du Québec. Pour ce qui est de l'Ontario,
Nuageux sur la portion nord. On a émis un avertissement de tempête hivernale pour la région de Sudbury. Un mélange de neige grésil, une quinzaine de centimètres demain en soirée là, jusqu'à jeudi. C'est ce qu'on anticipe. Plus au sud, c'est plus calme, surtout nuageux, 7-9 degrés. Toronto, Windsor, pas mal de pluie à venir, 10-20 mm à partir de cette nuit. Ottawa, c'est la même chose, ça sent nuage. On a un 2 à 4 cm de neige. Ça devient mêlé de grésil, fin de nuit, risque de verglas et ce sera carrément de la pluie, 15 à 25 mm demain. Beaucoup plus calme dans l'ouest, toujours des conditions printanières, Edmonton et Calgary. Un petit peu de pluie à Vancouver cet après-midi avec un 10 degrés au thermomètre, 2 à 4 pour l'Alberta, moins 4 sur le sud de la Saskatchewan et moins 6 sur le sud du Manitoba, sous un ciel assez nuageux, mais ça reste doux dans l'ouest cette semaine quand même. C'est le mois de mars. Oui, le mois des surprises. Oui, on doit s'attendre à tout, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Bonne Véronique. journée. Bonne journée. Au sport, Jean-François Paradis, on parle d'abord de cette victoire du Canadien hier, une 5e de suite. Oui, 5e de suite. Ça n'était pas arrivé depuis février 2022, donc un 5e triomphe de suite pour le Canadien de Montréal. La formation de Martin Saint-Louis qui a très bien amorcé le match avec 3 buts sans riposte en 4 minutes en première période. Il y avait beaucoup d'ambiance au Centre Bell. C'était presque printanier. Mais par la suite, le Canadien de Montréal qui a ralenti vraiment et les Sabres de Buffalo, on a affronté les Sabres de Buffalo hier, qui ont repris vraiment beaucoup de tonus en deuxième et en troisième période. D'ailleurs, le Canadien a été dominé 36-20 pour ce qui est des tirs au but. Samuel Montembeault, c'est quand même beaucoup. Là. Samuel Montembeault a connu quand même une bonne soirée. Et donc, les Sabres de Buffalo sont revenus dans la partie. Ils ont provoqué l'égalité en toute fin de troisième période, ce qui fait que le Canadien a dû aller à 3-3 en prolongation pour arracher cette victoire aux Sabres. Mike Matheson qui a trompé la vigilance du gardien James Reimer en début de prolongation sur le premier tir du Canadien de Montréal. Une belle exécution de sa part, donc un tir précis qui a déjoué Reimer. Et c'était la victoire du Canadien de Montréal qui se retrouve maintenant à un seul point d'une place en séries éliminatoires avec 3 équipes qui le devancent quand même. Donc, on lutte. Il n'y a rien de fait. Là, on lutte pour une place en séries éliminatoires. Le Canadien n'est pas seul, mais c'est quand même rapproché fort de cette séquence de 5 victoires. Là, ça aide le Canadien de Montréal, bien entendu. Le premier match, ce sera à Edmonton. Le prochain match, ce sera à Edmonton jeudi soir. Donc, on amorce un voyage dans l'Ouest et ce ne sera pas facile, évidemment, contre les Oilers qui connaissent une bonne saison. Nick Suzuki connaît un excellent match avec 4 points. Il a d'ailleurs été nommé la 3e étoile de la semaine avec une récolte de 3 points, de 7 points dans les 3 derniers matchs. Il en a ajouté 4 hier, donc va vraiment très bien le capitaine du Canadien de Montréal. Et il a également remporté la Coupe Molson pour le mois de février, c'est-à-dire le joueur par excellence du Canadien de Montréal pour le mois. Et Alexander Ovechkin, lui, est toujours à 10 buts du record de Wayne Gretzky. Oui, tout à fait. On suit bien sûr les aventures d'Alexander Ovechkin à 39 ans qui fait flèche de tout bois. Les Capitals qui affrontaient hier les Sénateurs d'Ottawa. Les Capitals, un peu comme le Canadien de Montréal, ont bien amorcé leur match contre les Sénateurs. 3 buts sans riposte pour amorcer la partie, mais les Sénateurs ont poussé le match en fusillade même. Brady Tkachuk a créé l'égalité avec 68 secondes à faire dans le match avec un pointage de 4-3, toujours efficace. Brady Tkachuk avec les Sénateurs d'Ottawa. Et finalement, c'est Dylan Strome qui a marqué le but de la victoire pour les Capitals de Washington. Et Ovechkin, pas de point hier, pas de but, pas de passe. Ça lui arrive à l'occasion. Ça arrive à l'occasion. Et les Leafs, un revers de 3-2 contre San Jose hier soir. Et les qualifications se poursuivent au tournoi de tennis d'Indian Wells. Tout à fait, en Californie. Donc, le premier Masters 1000 de la saison, qu'on qualifie un peu de 5e Grand Chelem au tennis. Eh bien, hier, donc, ce tournoi a vu Gabriel Diallo et Alexis Galarneau accéder au 2e tour des qualifications du tournoi californien. Diallo a vaincu le Libanais Hadi Habib 6-3 et 7-6. Et puis, Galarneau a travaillé quand même assez fort contre le Français Arthur Cazot, 6-4, 4-6 et 6-4, va affronter lors de ce prochain match l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Ce ne sera pas un adversaire facile. Busta a déjà été classé 10e mondial il y a de ça pas si longtemps. Merci beaucoup, Jean-François. Merci bien. Bonne journée.
Alors, le président américain suspend l'aide militaire à Kiev. La nouvelle annoncée hier soir a jeté vraiment une douche froide sur tout le continent européen. Vincent, après s'être disputé avec le président Volodymyr Zelensky vendredi dans le bureau ovale, le président américain est maintenant prêt à placer l'Ukraine dans une position extrêmement vulnérable face à la Russie de Vladimir Poutine. Oui, il y a un endroit dans le monde où tout le monde doit être très heureux ce matin, et c'est à Moscou, vraiment, ou plus précisément entre les murs du Kremlin. Le Kremlin qui vient tout juste de tenir sa rencontre de presse quotidienne, et le porte-parole de Vladimir Poutine a salué la décision du président Trump de suspendre l'aide à l'Ukraine en affirmant qu'il s'agit d'un pas important vers la paix. Rappelez que Volodymyr Zelensky, qui mène une guerre, qui mène un pays en guerre depuis 3 ans, qui tente par tous les moyens de repousser l'envahisseur afin de protéger la souveraineté du territoire de son pays, semble clairement avoir été abandonné hier soir par les États-Unis, ou du moins par le président américain Donald Trump. Il y a eu cette prise de bec dans le bureau ovale, c'était vendredi, puis hier après-midi à la Maison-Blanche, Donald Trump dit presque mot pour mot qu'il n'avait plus l'intention de tolérer très, très longtemps le président ukrainien. On écoute. President Zelensky supposedly made a statement today in Traduction, AP. il paraît que le président Zelensky a dit que la guerre risque de perdurer encore longtemps. Il est bien mieux de ne pas avoir raison. Donald Trump, qui a d'ailleurs profité pour insulter au passage le journaliste de l'Associated Press qui a rapporté la déclaration du président ukrainien. Bref, Donald Trump voulait signer une entente commerciale pour mettre la main sur les terres rares et les minéraux critiques de l'Ukraine. Le président Zelensky n'a pas été assez reconnaissant au goût du locataire de la Maison-Blanche qui cherche maintenant à l'écarter de l'équation. Les États-Unis suspendent l'aide militaire à l'Ukraine, une manœuvre qui, du même coup, met la sécurité de l'Europe en péril. Oui, bon, si à Moscou, tout le monde, enfin, bien des gens sont contents, le réveil a été pour le moins brutal en Europe. Là, la présidente de la Commission européenne vient de réagir en affirmant que nous entrons dans une nouvelle période de course aux armements. Rien de moins, il est maintenant clair, du moins pour certains dirigeants européens, que l'Europe, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ne peut plus compter sur l'appui et les garanties de sécurité des États-Unis. Ursula von der Leyen a déclaré « Nous vivons dans une période dangereuse. Inutile de vous décrire les dangers qui menacent l'Europe. » Elle ajoute « La question n'est plus de savoir si la sécurité du continent européen est menacée. La question est de savoir si l'Europe est prête à faire face aux dangers. » On écoute la présidente de la Commission européenne. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending. Nous sommes dans une course à l'armement. L'Europe est prête à mettre en commun ses richesses pour accroître massivement ses capacités militaires, pour le court terme en aidant l'Ukraine et pour le long terme en assumant la sécurité du continent. La présidente de la Commission européenne parle d'investissements majeurs de l'ordre de 800 milliards d'euros, soit 1200 milliards de dollars canadiens. Le plan d'Ursula von der Leyen propose des assouplissements dans les règles qui ont pour effet de restreindre les gouvernements sur le plan fiscal. Les pays européens pourront faire des déficits plus élevés dans l'objectif de pouvoir s'armer. Donc, Donald Trump force l'Europe à s'endetter pour s'armer. Donald Trump force également le Canada à s'endetter pour faire face aux tarifs. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On est à Ottawa avec Gabriel Marc-Ampero pour la revue de l'actualité. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Claude-Sophie. Alors, bien sûr, les tarifs sont sur toutes les lèvres, sur toutes les plumes aussi ce matin. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est la une ce matin du quotidien La Presse Plus qui nous dit que Trump met sa menace à exécution. La presse nous cite ce matin un sondage réalisé par la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui nous révèle que 19 % des entreprises québécoises vont envisager de réduire leurs effectifs avec
avec une hausse des droits de douane. Lisez aussi dans la presse la chronique d'Yves Boisvert ce matin qui, lui, commence sa chronique en disant « Petit lundi pour Donald Trump, les droits de douane nord-américains sont confirmés et l'aide militaire à l'Ukraine est suspendue. Les deux dossiers semblent indépendants. Ils ne sont pourtant que les deux faces de la même médaille, la politique de l'extorsion. » Dans le courrier international ce matin, on dit que Trump prévient Ottawa et Mexico que les tarifs douaniers entrent en vigueur dès aujourd'hui. Et on cite l'exemple de la petite ville frontalière de Windsor, en Ontario, où là-bas, l'industrie automobile est une industrie fort importante. On dit que les travailleurs de secteur ressentent actuellement une profonde angoisse. D'ailleurs, ce matin, à la une du National Post, eh bien, on titre « Le Canada n'a plus de marge de manœuvre » et on présente un entretien avec le maire de Windsor, Drew Dilkins. Donc, entretien à lire à la une du quotidien anglophone ce matin. Si on regarde les autres unes des quotidiens anglophones, eh bien, le Toronto Star, le Canada se prépare à un choc tarifaire. Et puis, le Globe and Mail, le Canada va déclencher des contre-tarifs alors que Donald Trump prépare une guerre commerciale. Et quelqu'un pose la question, est-ce que la SAC vous a pris trop d'argent? Ben, c'est une bonne question et c'est une question posée par la journaliste de l'équipe d'enquête des Coop de l'information, Justine Mercier, ce matin. Vous pourrez lire ça notamment sur le site du Soleil. Avoir un véhicule immatriculé avec plus d'un nom peut causer beaucoup de problèmes, des problèmes de surfacturation avec la Société de l'assurance automobile du Québec qui a dû gérer une centaine de plaintes à ce sujet parce que quelques semaines avant le déploiement de la plateforme SACLIC, la Société d'État a mis fin à la possibilité d'immatriculer un véhicule à plus d'un nom. Donc, depuis le 27 janvier 2023, pour toute nouvelle immatriculation, une seule personne doit être inscrite au certificat, même si le véhicule appartient à plus d'une personne. Mais un changement qui ne s'est pas fait sans défi. On dit que la SAC, justement, a reçu 102 plaintes pour surfacturation lors d'un changement d'immatriculation en copropriété à un titulaire unique. D'ailleurs, parlant de SACLIC, eh bien, les journaux reviennent abondamment ce matin sur le dossier, le scandale SACLIC, notamment la chronique de José Legault dans le Journal de Montréal ce matin. Scandale SACLIC, François Legault ouvre la boîte de Pandore. La dernière chose dont François Legault a besoin est de se voir forcé à plonger dans les eaux incertaines d'un vrai scandale. Or, les révélations choquantes sur le fiasco l'obligent à le faire. Alors, vous pourrez lire sa chronique ce matin dans les pages du Journal de Montréal. Et l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper s'en prend à Mark Carney, qui est peut-être le prochain premier ministre, du moins selon les libéraux. Oui, dans une lettre envoyée aux partisans du Parti conservateur, M. Harper accuse l'aspirant-chef des libéraux de n'avoir joué qu'un rôle de second plan comme gouverneur de la Banque du Canada pendant la crise financière de 2008-2009, alors crise financière qui avait secoué l'économie mondiale. Donc, il dit dans sa lettre « J'ai écouté avec une incrédulité, oui, croissante, les tentatives de Mark Carney de s'attribuer le mérite des choses auxquelles il n'avait que peu ou pas du tout participé à l'époque. » C'est ce qu'écrit M. Harper dans sa lettre. D'ailleurs, ce matin, parlant de la course à la direction du Parti libéral du Canada, dans le Globe and Mail, il y a un article. Le Parti libéral confirme que son équipe travaille actuellement sur des questions de vérification pour les électeurs dans le cadre de cette course à la direction du parti. Donc, le parti affirme avoir mis en place une équipe pour répondre aux problèmes de vérification que certains électeurs ont connus au cours de la fin de semaine, là, avec le début du vote là, pour la course à la direction du parti. Et vous nous avez parlé d'éclipse hier matin, mais à Drummondville, on cherche une météorite en ce moment. Est-ce que vous l'avez vu? Non? Mais pas du tout. Non, je vous l'aurais dit, voyons. Moi non plus. En fait, c'est un réseau québécois d'une dizaine de caméras qui a détecté une météorite qui s'est écrasée dans la région de Drummondville cette fin de semaine. Alors, des astronomes amateurs la cherchent présentement, cette météorite qui s'est écrasée à Drummondville. Donc, on a une image ce matin dans un article publié sur le site de la presse. Donc, elle pèse entre 30 et 90 grammes quand elle est arrivée à Québec à 1h18 dans la nuit de samedi à dimanche. Et on la cherche encore. On la cherche encore. J'espère qu'on va la trouver. Ça serait intéressant. Merci beaucoup, Gabriel. Pas de problème, bonne journée. Et on
On revient sur ce dossier des tarifs. Oui, la guerre commerciale est officiellement lancée. Après un mois de sursis, Donald Trump a finalement décidé d'aller de l'avant avec ses droits de douane de 25 % sur l'ensemble des exportations canadiennes et mexicaines. Ottawa, comme Québec, se prépare déjà à riposter. On est avec Alexandre Lepoutre pour faire le point. Alexandre, ça y est, donc les tarifs sont en vigueur depuis minuit, donc sont en vigueur là ce matin. Et oui, Claude Sophie, on se réveille avec cette nouvelle réalité. Le décret présidentiel est entré en vigueur à minuit 1 cette nuit. Alors très concrètement, ça veut dire que les douaniers ont reçu une directive. Ils vont prélever ce matin, depuis minuit, 25 % sur les produits canadiens, 10 % sur les produits pétroliers. Et en fait, cette taxe, qu'il faut bien comprendre, ce sont les importateurs qui vont la payer. Imaginons une entreprise du Saguenay ou du Nouveau-Brunswick qui vend pour 100 000 $ de bois. L'acheteur américain va débourser 125 000 pour l'avoir. Alors jusqu'à la dernière minute, tout le monde espérait que Donald Trump change d'avis, un revirement complet. Finalement, c'est pas arrivé. À commencer par François Legault hier soir qui disait je pense que ça ne sera pas 25 %. Mais finalement, c'est là pour l'instant. À la Maison-Blanche hier soir, on dit que le Canada n'a pas réussi à répondre adéquatement aux demandes du président américain sur la question du fentanyl, par exemple, et sur la question aussi de la frontière. La Maison-Blanche dit que ce problème ne se limite pas à la frontière sud, la frontière mexicaine. Les arrivées de migrants illégaux par le nord sont en augmentation. Alors les tarifs sont bel et bien là, comme le disait hier Donald Trump. 25% on Canada and 25% on Mexico. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States. Donc il dit que les tarifs sont bel et bien là. Et ce qu'il reste à faire aux entreprises, c'est de construire des usines d'automobiles aux États-Unis pour éviter donc ces tarifs. Et Alexandre, Ottawa a déjà annoncé une riposte quand même. Oui, contre-tarif de 25 % sur 155 milliards de dollars de marchandises, 30 milliards tout de suite, le reste après. Il y a une première liste de produits touchés qui est connue parce qu'elle a été dévoilée le mois dernier. Alors des produits d'épicerie, d'alcool, produits de beauté, produits de plastique, c'est 1200 produits américains. Cette fois, c'est nous, acheteurs canadiens, qui allons payer cette taxe-là. Et si les tarifs douaniers restent en place plus longtemps, Ottawa dit travailler avec les provinces territoires pour instaurer des mesures non tarifaires. On va en savoir plus ce matin, Claude Sophie. Alors tout va bouger dans les prochaines heures. 10h30, conférence de presse à Ottawa. Mais voilà ce que disait Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, hier déjà. Les efforts de diplomatie continuent, mais sachez que si jamais le président Trump va de l'avant et impose 25 % de tarifs contre les produits canadiens, à ce moment-là, nous serons prêts avec un 155 milliards de dollars de tarifs et avec une première tranche de tarifs de 30 milliards de dollars qui est déjà connue. Et du côté des provinces, qu'est-ce qui se passe? On se prépare aussi à la riposte. Par exemple, en Ontario, Doug Ford se dit prêt à couper les exportations de nickel vers les États-Unis. Il a répété encore hier soir sur la chaîne NBC qu'il était prêt à mettre fin aux exportations d'électricité. Il dit « Je n'ai pas envie de riposter, mais nous allons devoir le faire comme jamais auparavant ». François Legault, au Québec, dit ne pas fermer la porte aussi à couper l'électricité, mais il veut attendre quand même de voir ce que fait le fédéral pour s'arrimer à ça. Mais il dit quand même que ces tarifs pourraient faire perdre 160 000 emplois rien qu'au Québec. Alors il dit que le gouvernement sera là pour les entreprises. Il y a un conseil des ministres spécial qui est prévu au cas où les tarifs s'appliquent. On va mettre en place un programme de liquidité. Ça va être administré là, régionalement pour être efficace, que ça se passe rapidement, pour sauver les entreprises pendant une période à court terme. Alors voilà, Conseil des ministres prévu ce matin à Québec. La riposte s'organise du côté canadien. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie. Bonne journée. Donc, bien sûr, à surveiller aujourd'hui cette conférence à Ottawa. C'est à 10h30. Le premier ministre va être accompagné du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly aussi, et du ministre de la Sécurité publique, David McGuinty. Donc, au sujet, bien sûr, des contre-tarifs, ou du moins de la riposte globale que nous allons remettre à Donald Trump aux États-Unis, compte tenu de l'implantation de ces nouveaux tarifs douaniers de 25 %. C'est comme ça que commence la journée et j'ai l'impression qu'elle va se terminer sur ce sujet-là aussi. Je vous souhaite de passer quand même une excellente journée et parler d'autres choses de temps à autre. Bonne journée.